Ok, bienvenue à tous. Donc, on continue sur ce cours de sciences de données pour l'assurance. Et donc, je voulais continuer sur les histoires de l'assaut, de reach, de pénalisation. Et je vais revenir sur le problème de la classification. Donc, on avait vu les méthodes de pénalisation dans le cas des moindres carrés. Ok. Là, c'est juste dire on peut le généraliser dans les problématiques de classification. Donc, je vais commencer par tout simplement appliquer ce qu'on a vu juste à présent dans le contexte de la régression logistique. Ok. Et peut-être faire un lien avec quelque chose que j'avais évoqué auparavant dans les premières séries de capsules sur les modèles supervisés, où j'avais fait des classifieurs linéaires. Donc, je vous avais présenté deux classifieurs, qui étaient celui obtenu par régression logistique et l'analyse discriminante de Fisher, et vous montrer qu'il y avait un lien très fort entre les deux, même si il y avait une petite différence sur l'interprétation, en particulier un qui faisait de la vraisemblance et l'autre qui omettait quelque part un prior. Okay. Là, je vais vous proposer deux autres séries d'estimateurs linéaires, enfin de prédicteurs linéaires sur un problème de classification. Celui où on fera de la régression logistique pénalisée. Okay. Donc, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on faisait auparavant. Et je vais déborder sur les SVM, donc qui sont les supports vecteurs machines. Pourquoi? Essentiellement parce que ça s'interprète de manière très simple, comme là aussi étant un problème d'optimisation avec une pénalisation. Okay. Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans cette série de capsules, puis aussi dans la prochaine. OK. Donc là, on est juste sur la régression logistique. D'accord. Donc, je vais vous présenter la régularisation dans le contexte des GLM. Alors, je le fais juste dans le cas de la régression logistique. Encore une fois, le passage de logistique au GLM, je vous renvoie au cours de modèle linéaire appliqué, mais c'est vraiment une conséquence quasiment directe. Okay. C'est juste une réécriture de quelques petites formules de vraisemblance. Donc là, je reviens juste sur la régression logistique, parce que la régression logistique, j'étais parti du fait que c'était très simple. Et oui, c'est très simple. Enfin, le modèle est très simple à comprendre. C'est juste un modèle dans lequel j'ai une vraisemblance qui est donnée par des lois de Bernoulli. Et la probabilité va être une transformation d'une combinaison linéaire de mes variables explicatives. Et la transformation, c'est la fonction logistique, ou l'inverse de la fonction logistique. Okay. Donc, on avait cette approche-là. La seule difficulté, en fait, dans la régression logistique, c'est que numériquement, il faut un algorithme numérique. Okay. C'est que je n'ai pas de solution fermée, donc je peux poser mon problème et vous dire, c'est ça qu'on veut résoudre. Vous dire, on sort un estimateur du chapeau, mais en fait, peut-être que comprendre ce qu'on faisait dans l'algorithme peut être intéressant et l'adapter dans nos problématiques de l'assaut. Donc, un des algorithmes de base dans de la régression logistique, c'est de voir que le problème qu'on essaie de résoudre, c'est des moindres carrés pondérés. Donc, on n'a pas trop l'impression que notre vraisemblance, ça s'écrive comme étant un problème de moindre carré. Okay. Donc, ici, c'est juste l'écriture standard de la log vraisemblance dans le cas d'une régression logistique. Mais en fait, je vous l'avais montré, en réécrivant un petit peu ce problème-là, on peut réécrire ça comme étant un problème de régression logistique. Alors, la seule chose, c'est que ce n'est pas une régression logistique, enfin une régression pondérée sur la variable Y, ça va être une variable un petit peu différente. Donc, je vous renvoie au cours de modèles linéaires appliqués pour retrouver ça. Encore une fois, les capsules doivent être encore en ligne. L'algorithme, il est très simple. Je pars d'un estimateur de base pour mon... Alors là encore, je vais séparer la constante du reste des variables, parce que quand on fera du lasso, on en aura besoin de séparer les deux. Donc, je pars d'un estimateur de valeur pour mon estimateur. Donc, classiquement, on va prendre des estimateurs par moindre carré. Okay. Donc, ce qui me donne mes valeurs pour mes bêtas qui sont associés à mes variables et ma constante. Okay. Et ensuite, je mets en place l'algorithme itératif en itérant de manière progressive. Premièrement, je récupère mes poids, enfin mes prévisions, pardon. Donc, mes prévisions, c'est quoi? C'est tout simplement les prévisions données par une régression logistique. Donc, c'est juste cette exponentielle de x transposé bêta divisé par 1 plus exponentielle de x transposé bêta. Okay. Donc, que je peux réécrire de manière un tout petit peu différente avec du 1 sur 1 plus exponentielle de moins x transposé bêta. Okay. Puisque les deux sont égaux. Donc, c'est juste pour que ça puisse tenir sur mes capsules, en fait. Voilà, donc je fais ma prévision. Une fois que j'ai fait ma prévision, je récupère mes poids. Mes poids, c'est quoi? C'est tout simplement du P moins P. Okay, donc, on retrouve des poids assez standards qui sont tout simplement des poids associés à une variance, en fait. C'est la variance de mes prévisions. Okay. Là, je construis ma variable Z. Donc, la variable Z, c'est quoi? Ça va être tout simplement la valeur précédente. Et puis, je vais avoir... Pardon. Il y a une petite coquille. Je n'ai pas besoin de cette valeur-là. Je vais prendre la prévision que j'avais obtenue, plus
le poids multiplié par un y moins la prévision. Okay. Donc on retrouve ici un terme d'erreur que je corrige par un terme qui nous fait penser à de la variance. Mon t-1 doit c'est du puissance t-1. Okay. Et une fois que j'ai construit ce z, bah, je fais une régression de ce z sur mes variables explicatives. Okay. Donc je minimise mon problème de moindre carré, okay, avec les poids qui sont les poids oméga. D'accord. Donc on retrouve un problème qui est un problème relativement simple qu'on connaît, qui est tout simplement réécrire un problème de GLM comme étant un problème de moindre carré. La seule chose, c'est donc itérer. Okay, la seule chose, c'est qu'on va faire une mise à jour sur des poids. Okay, et la régression ne se fait pas exactement sur la variable y, mais sur une espèce de prévision qui va être corrigée à chaque étape. Okay, donc ça, c'est la méthode dont on va procéder. Donc, le point est de dire, bah, si jamais je voulais introduire une pénalisation, je devrais pouvoir le faire parce que je sais faire une régression pondérée. D'accord. Donc, je peux adapter l'algorithme précédent tout simplement en disant, bah, à la toute dernière étape, quand je disais on va minimiser mon problème d'optimisation, mon problème de moindre carré avec des poids, bah, en fait, je fais mon problème de moindre carré avec des poids plus ma pénalisation suivant ma norme L1. Okay. Donc mon problème d'optimisation qui était un problème de minimisation de moins la log vraisemblance, puisque je veux maximiser ma vraisemblance. Okay, donc je minimise ma fonction objectif qui est un tout petit peu différente. Donc je passe de ma somme des epsilon carré à cette moins la log vraisemblance. Okay, et j'ai toujours ma seconde partie qui va être ma pénalisation associée à ma norme L1. Okay. Et je pourrais prendre n'importe quelle norme. Je pourrais adapter ça à du Ridge, je pourrais adapter ça à l'ElasticNet. Enfin voilà. De manière générique, j'ai ma pénalisation qui intervient ici. Okay. La seule chose, c'est que quand je fais des GLM, c'est-à-dire quand je vois mon problème comme étant un problème de moindre carré, alors dans ces cas-là, je peux adapter mon algorithme précédent tout simplement en disant, bah, en fait, dans ma régression pondérée, il me manquait juste mon petit terme correctif de pénalisation. Et donc, bah, je peux mettre en place l'algorithme qu'on avait vu auparavant. Donc, dans l'étape où je vous dis on n'a qu'à, donc le on n'a qu'à résoudre, bah, en fait, on avait l'algorithme dans la partie précédente. Donc là, on a un algorithme qui va consister à faire cette descente de gradient suivant toutes les composantes. Okay, donc on va mettre en place cet algorithme-là pour nous récupérer des mises à jour sur nos coefficients. Okay, donc on va tenir compte de cette pénalisation et donc ça permet de résoudre le problème. Donc l'avantage, c'est que tout ça, c'est programmé. C'est programmé toujours dans notre fonction glmnet. Okay, donc là, j'ai changé de base, hein, au lieu de travailler sur Fire et sur la base des salaires des joueurs de baseball. J'ai pris une base où je peux faire une classification, c'est la base myocarde, qui est la base des personnes qui ont eu un infarctus. Okay, donc j'ai cette base de pronostic vital, donc savoir si on a un décès ou si la personne a survécu. Okay, donc ça, c'est ma variable d'intérêt, qui est une variable binaire. Okay, puis j'ai toujours mes 7 variables explicatives. Okay, donc classiquement, on les centre et on les réduit. Okay. Alors la petite difficulté, c'est que je ne peux pas centrer et réduire ma variable y, essentiellement parce que ça n'a pas trop de sens. Okay. Alors, y, c'est une variable qui prend des modalités de 0 ou 1. C'est une variable qualitative, donc on ne peut pas centrer une variable, enfin on pourrait, mais ça n'a pas vraiment de sens. Okay. Donc on va être obligé d'avoir dans nos calculs une constante, donc c'est pour ça que je n'avais pas vraiment écarté la constante dans mes calculs précédents, parce qu'en fait j'en ai besoin à cet endroit-là. Par défaut, un R ne va pas normaliser la variable y, il normalise uniquement les variables x. Okay, donc, j'ai mon vecteur et j'ai ma matrice, mais dans ces cas, j'utilise ma fonction glmnet. La seule chose que je lui dis, c'est que la famille, elle est binomiale. Okay, donc, je fais ma famille binomiale sur ma régression, sur mes variables standardisées, donc où j'ai divisé par leur écart type, et je les ai centrées. Et donc, on récupère une sortie qu'on sait lire. D'accord, c'est une estimation classique. Donc, d'ailleurs, je l'ai fait en Ridge, ici. D'accord. Donc, le Ridge, je l'obtiens en prenant alpha égale 0. D'accord. Donc, on voit ces évolutions ici, mais je pourrais le faire avec du lasso. Alors, de mémoire, je le fais ici. Donc, ici, je fais exactement la même chose avec du alpha égale 1. Et on récupère ces courbes-là. Alors, on voit que c'est un peu plus compliqué à lire. Alors, si jamais je peux interpréter un tout petit peu, on continue à avoir des estimateurs qui semblent un petit peu linéaires. En particulier, on le voit sur la partie de droite, où on a l'impression qu'on reste linéaire par morceau. Okay, mais on a des irrégularités. Dans le sens où autant auparavant on avait l'impression qu'on convergeait, autant ici on voit qu'on a des évolutions qui peuvent être un petit peu bizarres, dans le sens où je peux avoir des fonctions qui, par exemple on l'a sur la fonction marron, on a une variable qui semble de moins en moins intéressante, sauf que quand j'en enlève une autre, tout d'un coup elle devient beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce que il y avait une composante qui devait être capturée peut-être par la variable orange, qui tout d'un coup est supprimée. Okay,
et tout d'un coup, elle apparaît. Alors, il faut faire un petit peu attention, c'est qu'en fait, il peut y avoir même des problèmes qui est qu'il y a des variables qui disparaissent puis qui tout d'un coup réapparaissent. Okay, donc, il faut faire un petit peu attention avec les interprétations. Euh, Certes, je fais de la sélection de variables, mais l'interprétation, quand j'ai différents lambda, peut être un petit peu complexe. Okay, par exemple, ici, j'ai aussi un coefficient qui était négatif, puis tout d'un coup, il devient positif, puis au bout d'un moment, il s'annule. Okay, donc, il faut vraiment faire attention avec l'interprétation, elle est vraiment loin d'être triviale. Okay, la seule chose, c'est que quand vous donnez, si vous voulez trouver les 3 meilleures variables, bah, vous êtes capable de le faire. Okay, il suffit peut-être de se placer, j'aurais dit, quelque part par ici, où on voit apparaître nos 3 variables les plus importantes, si jamais j'en veux que 3. Okay, je peux l'avoir aussi quand je regarde ma sortie de mon GLM Lasso avec la bêta. D'accord. Donc j'ai mis ici la valeur, autant tout à l'heure, la dernière fois dans ma capsule sur le lasso, j'avais juste mis des valeurs de mes bêtas. Là, je vous ai mis la valeur de lambda et les 7 variables. Donc je vous ai mis ici le lambda et mes 7 variables bêta. Okay, que j'ai juste arrondi pour que ça tienne sur mon graphe. Mais donc on voit apparaître des variables importantes. Donc par exemple, si jamais mon lambda est relativement important, on voit qu'il y a juste cette variable répul qui est intéressante. Si jamais je descends un tout petit peu, je vois que j'en ai 2. Okay. Donc j'ai ces 2 variables qui sont intéressantes. Je peux passer à 3. Okay. Je peux passer à 4. Donc voilà. Donc on peut voir notre sélection de variables. Et encore une fois, on a rigoureusement des zéros ici. Donc l'avantage de ces algorithmes de type lasso, c'est que avec cette fonction de self-thresholding, on voit qu'on va mettre des valeurs rigoureusement égales à 0 pour des coefficients. Okay, donc c'est ça, je pense, la force du lasso, c'est cette possibilité de faire de la sparsité, qui n'est pas juste une propriété théorique, qu'on arrive à capturer par des algorithmes numériques. Okay, donc regardons un tout petit peu ce que ça donne. Donc j'avais fait, je ne sais plus si je vous l'avais fait cet exemple dans les bases sur les, mais je crois que oui, où je vous avais présenté les régressions linéaires, enfin, les classifieurs linéaires. Okay, donc l'idée c'était quoi? C'était qu'on avait un ensemble de points, okay, puis on essayait de créer un séparateur entre ce qui va être une région de points noirs et une région de points blancs. D'accord. Donc, la régression logistique nous donne mieux que ça, je trouve. La régression logistique nous donne la probabilité d'être noir. D'accord. Donc, je peux la voir directement sur le graphe qui est en bas à droite, où je récupère mes prévisions. Okay, donc, je récupère mes différents niveaux. Donc, plus je suis bleu, plus ma probabilité d'être noir est faible. Plus je suis rouge, plus elle est importante. Et on a une courbe qui peut potentiellement nous intéresser un peu plus. C'est cette courbe qui apparaît ici, qui est la courbe à 50%. Donc, c'est la decision frontier que j'avais évoquée dans les problèmes de classifieurs, qui est précisément l'endroit où je ne sais pas trancher entre les rouges et entre les blancs et les noirs. Okay, et gros intérêt des modèles qu'on est en train de voir, c'est que on est sur des classifieurs linéaires, donc on sait on sait les interpréter. Okay, donc on a une interprétation en termes d'hyperplan qu'on va essayer de garder. D'accord. Donc ça, c'était juste ma régression logistique. D'accord. Donc, premier temps, j'avais fait ma régression logistique. On a les 2 coefficients ici qui interviennent sur ma régression. Okay, donc ça nous donne le coefficient directeur de ma droite qui va se trouver du vecteur normal associé à mon hyperplan. D'accord. Donc je suis capable de tracer cette droite qui va me séparer la région des points noirs et la région des points blancs. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec la régression logistique. Là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on pouvait pénaliser. D'accord. Donc par exemple, je peux faire une régression ridge. Donc ça revient tout simplement à dire, dans mon GLMNet, je mets du alpha égale 0. Alors, juste une petite remarque. Donc je peux travailler sur mes variables x et lui demander à ce qu'il standardise. Donc cette option, elle est mise par défaut quand vous êtes sur une régression gaussienne. Elle ne l'est pas quand vous êtes sur une régression binomiale. Moi, je vous encourage plutôt à la mettre parce que je trouve que ça rend les choses un peu plus simples à interpréter. Okay. Et donc, il vous renvoie comme ça cette régression en particulier. Donc, on a nos 2 variables qui interviennent ici. D'accord. Donc, on voit ce shrinkage qui s'opère. Les 2 sont potentiellement intéressantes, mais je vais juste leur donner de moins en moins de poids pour arriver à quelque chose qui va être que les 2 coefficients vont être potentiellement nuls à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, je serai indifférent entre tout le monde et je mettrai quelque part une proba à 50% partout. Okay. Et on nous donne ici une espèce de valeur optimale sur la valeur de ma déviance. Okay, donc le critère n'est plus le MSE, mais la déviance dans le cas de la logistique. Et on voit apparaître cette fonction donc, qui présente une petite propriété de convexité qui semblerait optimale pour un lambda par ici. Mon lambda étoile, ce serait la valeur optimale qui se trouve là. Donc, c'est celle que je peux utiliser. L'autre solution, c'est d'en prendre plusieurs.
et de se dire, je pourrais essayer de regarder comment se comporte d'ailleurs mon classifieur. Donc mon classifieur, par défaut, il était ici, donc ma courbe à 50% était là. Supposons que je commence à faire du ridge. Donc si jamais je commence à faire du ridge, on voit que la courbe, elle a tendance à s'aplatir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a un des coefficients qui va devenir de plus en plus nul. Alors l'autre aussi réduit, mais manifestement, il réduit un peu moins vite. Et donc, mon classifieur, il va avoir tendance à être de plus en plus plat, mais surtout, on le voit sur les probabilités. C'est qu'autant ici, j'ai aucun problème à vous dire, ici, je suis certain qu'on est rouge, ici, je suis certain qu'on est blanc. On voit que les probabilités, elles vont devenir de plus en plus floues. Et donc, je me retrouve avec une espèce de grosse zone où, en gros, je suis entre 40 et 60%. Donc, avoir un lambda important, ça revient à dire que je suis globalement assez indifférent. Voilà, entre les deux, je n'ai pas trop envie de trancher. Et ça se voit sur notre courbe ROC. Okay, alors, il faut juste faire un tout petit peu attention sur l'interprétation des courbes ROC, mais en gros, notre classifieur est de moins en moins bon. Mais on peut quand même arriver à une étape qui est un peu particulière ici, où on obtient cette courbe bleue, qui potentiellement est meilleure que celle qu'on avait auparavant. Okay, donc c'est peut-être lié au fait que mon MSE est plus faible pour une valeur intermédiaire. Donc on avait vu notre courbe qui était un peu convexe sur le MSE. Il se traduit aussi de manière un peu particulière sur mes courbes ROC. Donc je vous rappelle les courbes ROC. Si vous voulez, je vous renvoie la capsule. Je ne vais pas la refaire, mais il y avait une capsule dans le cours de modèle linéaire appliqué qui revenait là-dessus. Le MSE, c'est juste dire, une fois que j'ai fait mon classifieur, je peux me donner un seuil. Okay, donc par exemple, ici, je me place pour un seuil qui était peut-être genre à 20%. Et je dis, si jamais je suis en dessous de 20%, je prédis un 0. Au-dessus, je prédis que je suis à 1. Et on voit tout simplement le taux de faux positif versus le taux de vrai positif. D'accord. Et donc, plus ma courbe est en haut à gauche, meilleur est mon modèle, meilleur est mon classifieur. D'accord. Donc, on voit qu'en construisant des modèles un peu différents, on va avoir d'autres courbes ROC. Okay, on garde des fonctions qui vont être en escalier parce que fondamentalement, j'ai un nombre de points discrets. Okay, je continue à avoir des classifieurs linéaires, donc je n'aurai pas non plus de modèle parfait. Okay, puisque je n'ai pas de séparateur linéaire de mon espace. Donc, je n'aurai jamais un modèle parfait, mais d'un autre côté, on voit qu'on a des modèles qui sont plus ou moins bons. Le modèle au centre semble un peu meilleur. Okay, au contraire, celui de droite est moins bon puisque ma courbe ROC s'est déplacée un peu vers la droite. Donc, l'air sous la courbe a diminué. Donc, j'aurais pu le faire d'ailleurs. Regardez l'évolution de mon AUC en fonction du lambda. Si vous voulez regarder, regardez-le. On va récupérer une propriété qui va ressembler à la fonction convexe qu'on avait sur la déviance, okay, qu'on peut observer ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai l'impression que j'ai un problème de graphe ici, puisque mon lasso ne correspond pas trop. Désolé, j'essaierai de le corriger. Je peux faire du lasso, donc avec exactement la même procédure que tantôt, avec le GLMNet. Je lui dis que je fais un modèle binomial. Alpha, je le mets égal à 1, donc ça me permet de faire du lasso. Et je standardise, là encore, ma variable x. Okay, donc ce qui va me donner, alors malheureusement, je pense que les deux courbes sont fausses ici, mais je le corrigerai sur les slides. Et donc, normalement, on a une sélection de variables qui va s'opérer. Je vais juste vous la montrer ce que ça donne. Pourquoi si on a une sélection de variables? On le voit en particulier sur le graphe de droite. Donc, le graphe de gauche, je commence avec un lambda qui est relativement faible, puis j'augmente un tout petit peu, j'arrive au graphe du milieu, puis je l'augmente encore un tout petit peu, j'arrive sur le graphe de droite. On voit que le graphe de droite me dit, en fait, la variable x2 ne me sert à rien. Et donc, on voit très vite qu'il va faire une sélection de variables, c'est-à-dire que je vais quand même, pardon, c'est ma variable x1 qui ne sert à rien, okay, puisque je ne change pas quand je me déplace en x1. Donc, je vais quand même avoir une évolution qui va dépendre de la valeur sur laquelle je me trouve en x2, en fonction de la valeur de mon x2. Okay, donc, plus mon x2 est grand, plus j'ai quand même envie de prédire que je suis noir, plus je suis bas, plus j'ai envie de prédire que je suis blanc. Mais on voit que la variable x1 ne sert plus à rien, puisque j'ai beau me déplacer de gauche à droite, j'ai plus aucune influence. Okay, donc on voit apparaître ici de la sélection de variables. Donc a priori, je dois pouvoir vous dire que mes deux coefficients, le premier qui devrait atteindre 0, ça va être mon bêta 1. Donc a priori, je devrais avoir quelque chose qui devrait être de la forme suivante. Donc, je devrais avoir un bêta 1 qui va tendre vers 0 puis l'atteindre, alors que mon bêta 2, au contraire, va tendre vers 0 beaucoup plus tard. Okay, et on l'a sur nos courbes ROC. Alors, quand on est dans des situations où on peut avoir une potentielle indifférence, on va récupérer des morceaux de droite ici. Donc, on voit qu'on a un modèle quand même qui se détériore, okay, qui se détériore, dont le MSE va devenir plus important, la déviance va devenir plus importante, et dont le AUC va diminuer, okay, essentiellement parce qu'au bout d'un moment, je ne fais plus la distinction entre mes points rouges, mes points noirs et mes points blancs. Okay, c'est ça que nous raconte la pénalisation dans le cadre d'une régression logistique. Okay, je continue à construire un classifieur linéaire.
Ok. C'est juste que je vais avoir cette déformation, donc je vais avoir une évolution de la pente, mais c'est surtout au niveau de la probabilité. On voit que la probabilité a tendance à accepter des régions de plus en plus grandes. Donc au bout d'un moment, je suis assez indifférent. Donc c'est vraiment une fonction de coût à me tromper. Okay. Donc pour éviter de me tromper, je vais être indifférent entre tout le monde et me dire je ne sais pas trancher entre les noirs et les blancs. Euh, si jamais j'ai un coup à me tromper qui est trop important. Okay, on préfère ne pas trancher plutôt que de trancher et se tromper. C'est ça, c'est cette fonction de coût qu'on a dans le lasso, qu'on voit comme une pénalisation, mais encore une fois, je vous avais fait le parallèle avec l'optimisation sous contrainte et le Lagrangien. On peut voir ça comme étant un coût à se tromper. Okay. Donc, je vais revenir juste après sur les coûts, parce qu'on va les voir apparaître explicitement quand on fera des notions de support vecteur machine. Okay. Je m'arrête là pour la régression logistique et on se retrouve bientôt pour les SVM.